Ibrahim Traoré émeut toute l'Afrique en racontant l'histoire d'un vétéran et fait pleurer Poutine. Le soleil africain dardait ses rayons implacables sur Dakar en ce jour mémorable. Les drapeaux de dizaines de nations flottaient fièrement devant le centre international de conférence Abdou Diouf, où l'Union africaine avait convoqué un sommet historique sur la paix et la souveraineté continentale. Des limousines noires aux vitres teintées défilaient en procession ininterrompue devant l'entrée principale, déposant des chefs d'État venus des quatre coins du monde, chacun accompagné de son cortège protocolaire de conseillers, d'interprètes et de gardes du corps. Le programme officiel annonçait une journée chargée de discours diplomatiques soigneusement calibrés. Ibrahim Traoré, le jeune président intérimaire du Burkina Faso, était programmé en dernier orateur, une position stratégiquement importante qui générait une tension palpable parmi les délégations présentes. Certains y voyaient une marque de considération, d'autres un placement délibérément marginal. Dans la salle réservée aux dignitaires, Traoré, vêtu de son uniforme militaire olive impeccablement repassé, restait silencieux, à l'écart des discussions animées entre chefs d'État. À seulement 36 ans, il était le plus jeune dirigeant au monde, et pourtant, son regard reflétait une détermination rare, forgée par les épreuves. Il tenait fermement un papier soigneusement plié, qu'il glissait parfois dans sa poche avant de le ressortir, comme pour s'assurer constamment de sa présence, tel un talisman précieux. « Monsieur le Président, ce sera bientôt votre tour », murmura un membre du protocole avec déférence. Traoré acquiesça simplement d'un hochement de tête presque imperceptible, économisant ses mots comme à son habitude. Un murmure parcourut soudain l'assemblée, se propageant comme une onde de choc. Vladimir Poutine venait de faire son entrée dans la salle principale, entouré de gardes du corps au visage impassible et au regard balayant constamment l'espace environnant. Le dirigeant russe s'installa avec une précision millimétrée sur son siège au premier rang. Ses yeux d'acier balayèrent méthodiquement la salle, évaluant chaque personne présente en une fraction de seconde. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais son regard s'attarda brièvement sur Traoré, comme s'il jaugeait ce jeune militaire devenu président après un coup d'État que beaucoup jugent encore controversé. Dans les capitales du monde entier, des millions de personnes étaient connectées aux retransmissions en direct de l'événement. En Afrique particulièrement, l'excitation atteignait son comble. Des foules s'étaient spontanément rassemblées dans les cafés, sur les places publiques, autour de téléviseurs ou d'écrans improvisés. À Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, l'attente était électrique. Leurs jeunes dirigeants s'apprêtaient à parler face aux puissants qui, d'ordinaire, décidaient du sort de l'Afrique sans consulter ses habitants. Nous accueillons maintenant son Excellence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, annonça le maître de cérémonie avec une solennité teintée de curiosité. Traoré se leva et marcha calmement vers le podium. Ses pas mesurés résonnaient dans le silence qui s'était installé, créant un contraste saisissant avec l'agitation qui avait précédé. Arrivé au micro, il déplia lentement son papier et balaya l'assemblée du regard, s'attardant imperceptiblement sur la délégation russe. « Je ne ferai pas de discours politique aujourd'hui », déclara-t-il d'une voix claire et posée, qui surprit une audience habituée aux envolées rhétoriques. Je vais plutôt vous raconter une histoire. L'histoire d'un homme que le monde a oublié. Les caméras captèrent le visage impassible de Poutine, dont le corps s'était légèrement redressé, trahissant un intérêt nouveau. Les interprètes dans leur cabine vitrée ajustèrent leurs écouteurs, comprenant que ce discours sortirait des sentiers battus. Cette histoire commence il y a 3 semaines exactement, dans un village isolé de mon pays, poursuivit Traoré. Elle concerne un homme nommé Yacouba Ouédraogo, un vétéran burkinabé que j'ai personnellement rencontré dans des circonstances que je vais vous décrire. Traoré marqua une pause délibérée, laissant ses mots imprégner l'atmosphère, puis reprit. Peu avant ce sommet, alors que je travaillais dans mon bureau à préparer ce que je pensais être un discours conventionnel, j'ai appris qu'un vieil homme avait marché pendant 3 jours entiers, pieds nus, sous le soleil brûlant, pour atteindre Ouagadougou, notre capitale. Il souhaitait remettre une lettre au président. À moi. Dans la salle, le silence était devenu palpable, presque tangible. Les diplomates, habituellement absorbés par leur téléphone ou engagés dans des conversations chuchotées, avaient tous levé les yeux. Même les traducteurs semblaient suspendre leur respiration entre chaque phrase. Cet homme s'appelait Yacouba, continua Traoré, sa voix gagnant en intensité sans jamais s'élever. Et ce qu'il portait n'était pas une revendication, une demande d'argent ou une plainte contre le gouvernement.
C'était quelque chose de bien plus puissant, de bien plus émouvant. Il s'interrompit un instant, puis enchaîna. Yacouba Ouédraogo est né bien avant que notre pays n'existe sur les cartes géographiques officielles. Il a vu le jour dans un petit village de la province du Moun, à une époque où notre terre s'appelait encore Haute-Volta et appartenait à l'empire colonial français. L'Assemblée écoutait, captivée. Les diplomates, habitués aux discours formatés, aux revendications prévisibles et aux alliances stratégiques, se retrouvaient soudain plongés dans un récit humain, loin des habituelles déclarations politiques. À l'âge de 18 ans, Yacouba a été enrôlé dans l'armée coloniale française. Il a combattu sous des couleurs qui n'étaient pas les siennes, dans des batailles dont personne ne se souvient, pour des causes qu'il ne comprenait pas toujours. Il a versé son sang en Indochine et a perdu 3 doigts de sa main gauche dans une explosion. Mais son nom n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Traoré marqua une pause, comme perdu dans ses pensées, avant de reprendre d'une voix légèrement plus basse, qui obligeait l'audience à tendre l'oreille. Après l'indépendance de notre pays en 1960, Yacouba est rentré dans son village natal, sans pension, sans reconnaissance, sans même un certificat pour prouver ses services. Les archives avaient été perdues, selon l'administration. Il a construit de ses mains une petite cabane en banco, en terre séchée, où il a vécu seul pendant des décennies, cultivant un lopin de terre aride pour survivre. Les caméras parcouraient lentement l'assemblée, captant les expressions attentives des délégués. Mais ce n'est pas tout. Pendant la guerre au Mali, alors qu'il avait déjà plus de 70 ans, Yacouba a appris que de jeunes soldats burkinabés étaient blessés dans un poste avancé près de son village. Les routes étaient bloquées par des groupes armés. Les secours médicaux ne pouvaient pas passer. L'espoir s'amenuisait. La salle restait suspendue à ses lèvres. Yacouba a alors pris une décision extraordinaire. Il a vendu ses 6 poules, tout ce qu'il possédait, pour acheter des médicaments traditionnels et des provisions. Puis il a traversé seul, de nuit, à pied, des zones contrôlées par des terroristes pour atteindre les soldats blessés. Il a soigné leurs plaies avec ses vieux remèdes, leur a donné à manger, les a cachés dans une grotte qu'il connaissait depuis l'enfance, jusqu'à l'arrivée des renforts, 3 jours plus tard. Traoré fit quelques pas sur l'estrade, son uniforme militaire contrastant avec la douceur de son récit. Ces jeunes soldats, dont certains avaient l'âge des petits-enfants qu'il n'a jamais eus, l'ont surnommé le grand-père des combattants. Son histoire s'est répandue comme une légende parmi nos troupes. Pourtant, aucune médaille n'a jamais orné sa poitrine usée. Aucune cérémonie n'a jamais célébré son courage. Les caméras montraient maintenant les visages des délégués africains, dont beaucoup hochaient la tête en signe de reconnaissance. C'était une histoire familière, celle des héros anonymes de leur propre pays. Ces millions d'hommes et de femmes dont les sacrifices demeurent non reconnus. Un jour, un politicien local en campagne électorale est venu voir Yacouba. Il a pris des photos avec lui, a promis de l'aider, de faire connaître son histoire au monde entier. Yacouba a souri pour la première fois depuis longtemps. Le politicien a utilisé ces images pour illustrer ses brochures de campagne, puis a disparu après son élection. Jamais il n'est revenu dans ce village oublié. Quand Yacouba a reçu ce drapeau national, il l'a serré contre sa poitrine comme un père serre son enfant perdu puis retrouvé. Les témoins m'ont rapporté qu'il a murmuré « Merci, mon pays se souvient de moi ». Puis il s'est effondré, victime d'une émotion trop forte pour son vieux cœur fatigué. On l'a immédiatement transporté vers l'hôpital le plus proche, à 2 heures de route, sur des chemins défoncés. Traoré baissa la tête, inspira profondément comme pour maîtriser une émotion qui menaçait de submerger sa réserve naturelle. J'ai le regret et l'honneur immense de vous annoncer que Yacouba Ouédraogo est décédé il y a exactement 3 heures et 1 minute, tenant fermement contre lui ce drapeau. Son drapeau. Notre drapeau. Le symbole de cette patrie qu'il a servi sans reconnaissance pendant plus de 60 ans. Un murmure parcourut l'assemblée. Ce n'était plus un discours politique qu'ils écoutaient, mais l'annonce d'un décès survenu le jour même, transformant cette cupula internationale en une sorte de veillée funèbre improvisée pour un homme que personne ici ne connaissait quelques minutes auparavant. Traoré fit un signe, et sur l'immense écran derrière lui apparut l'image d'un vieil homme au visage buriné par le soleil et les épreuves, allongé sur un lit d'hôpital de campagne rudimentaire, le drapeau burkinabé couvrant sa poitrine frêle. Ses yeux étaient fermés, mais un sourire paisible illuminait son visage,
comme s'il était parti réconcilier. Des exclamations étouffées résonnèrent dans la salle. Certains diplomates africains se levèrent spontanément en signe de respect. Une ministre essuya discrètement une larme avec un mouchoir brodé. La caméra montra Vladimir Poutine qui, dans un geste rare d'émotion publique, avait baissé la tête et porté brièvement la main à son visage comme pour masquer une réaction trop personnelle. L'homme habituellement impassible semblait touché au plus profond de lui-même par cette histoire simple mais puissante. Aujourd'hui, déclara Traoré d'une voix désormais chargée d'émotions contrôlées, l'Afrique enterre un héros que le monde a ignoré. Un homme qui a donné sans rien demander en retour. Qui a servi sans reconnaissance. Qui a aimé son pays plus que son pays ne l'a aimé. Il replia solennellement le drapeau avec des gestes précis, comme lors d'une cérémonie militaire. Yacouba n'a jamais quitté son pays, mais son pays l'avait quitté depuis longtemps. Aujourd'hui, nous réparons cette injustice. Trop tard pour qu'il en soit témoin dans cette vie, mais peut-être pas trop tard pour que nous en tirions une leçon universelle sur la dignité et la mémoire. Un silence lourd de sang s'enveloppa l'assemblée. Ce n'étaient plus des diplomates et des chefs d'État dans cette salle, mais des êtres humains confrontés à une vérité universelle, celle de la reconnaissance tardive. L'image de Yacouba serrant le drapeau sur son lit de mort fit le tour du monde en quelques heures, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, d'abord en Afrique, puis partout ailleurs. Le hashtag Yacouba héros oublié devint viral, partageant l'histoire de ce vétéran avec des millions de personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Burkina Faso auparavant. À Ouagadougou, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Des milliers de jeunes se rassemblèrent spontanément dès la tombée de la nuit devant le monument aux morts. Portant des bougies et des petits drapeaux nationaux confectionnés à la hâte, ils formèrent une procession silencieuse qui s'étira sur plusieurs kilomètres jusqu'au village natal de Yacouba, marchant toute la nuit en chantant doucement des chants traditionnels mossi célébrant les ancêtres et les héros. Le lendemain matin, alors que la cupula continuait à Dakar avec son programme officiel, un assistant remit discrètement une note manuscrite à Ibrahim Traoré pendant une pause. Elle provenait de la délégation russe. Vladimir Poutine demandait une rencontre privée en dehors du programme protocolaire. Pendant ce temps, à Moscou, le Kremlin publiait un communiqué officiel qui surprit les observateurs internationaux. La Russie envoyait ses condoléances au peuple burkinabé pour la perte de son héros national, Yacouba Ouédraogo. Plus surprenant encore, le communiqué mentionnait que Poutine avait personnellement signé une lettre adressée à la famille du vétéran, exprimant son profond respect pour un homme qui incarnait l'honneur et la dignité dans leur forme la plus pure, et présentant des excuses historiques pour l'oubli des sacrifices de tant de soldats africains dans les conflits mondiaux du XXe siècle. Cette lettre sans précédent, rapidement traduite en mouré, la langue locale, fut lue à la famille de Yacouba par un fonctionnaire gouvernemental spécialement dépêché. Les neveux et nièces du vétéran, ses seuls parents survivants, restèrent silencieux sous le choc de voir leur oncle modeste, qu'ils avaient eux-mêmes parfois négligé, devenir soudain une figure internationale reconnue par les puissants de ce monde. À New York, le secrétaire général des Nations Unies convoqua une conférence de presse urgente, fait inhabituel, pour réagir au discours d'un chef d'État. L'histoire de Yacouba Ouédraogo nous rappelle cruellement notre omission collective envers les héros invisibles de l'Afrique, déclara-t-il solennellement. L'ONU s'engage à créer un registre international des vétérans oubliés et à assurer que leurs sacrifices soient reconnus avant qu'il ne soit trop tard pour d'autres Yacouba à travers le monde. En 24 heures, le simple récit de Traoré avait déclenché une onde de choc mondial, transformant un discours attendu comme routinier en catalyseur de conscience collective. Les médias, qui d'ordinaire ignoraient les affaires africaines ou n'en retenaient que les crises et les guerres, consacrèrent leurs unes à l'histoire de ce vieil homme et à son ultime souhait, être enterré avec le drapeau de son pays. Au Burkina Faso, le corps de Yacouba fut transporté avec tous les honneurs militaires depuis son village jusqu'à la capitale. Le long du parcours, des milliers de personnes bordaient les routes, agitant de petits drapeaux. Des femmes jetaient des fleurs sur le passage du cortège tandis que des vétérans en uniforme rendaient un dernier salut. Son tombeau, simple mais dignement préparé au cimetière militaire national, devint instantanément un lieu de pèlerinage. Des écoliers y déposaient des dessins, des lettres, des poèmes. Dans les studios d'enregistrement de Ouagadougou, Bamako et Dakar, des musiciens célèbres se réunissaient spontanément pour composer des chansons en hommage aux vétérans. Le dernier voyage de Yacouba,
par l'artiste burkinabé Marty, devint un hymne instantané, joué en boucle sur toutes les radios du continent. Ces paroles simples touchaient une corde sensible. Tu as marché seul toute ta vie. Aujourd'hui, tout un peuple marche avec toi. À Moscou, le musée central des forces armées russes contacta le gouvernement burkinabé pour demander l'autorisation d'exposer une réplique du drapeau de Yacouba dans une nouvelle section consacrée aux combattants oubliés de l'histoire. Cette demande, venant d'un pays qui reconnaît rarement ses torts historiques, marquait un tournant symbolique dans les relations internationales. Le soir même, alors que la cupula touchait à sa fin, Vladimir Poutine s'isola avec Ibrahim Traoré dans une salle adjacente au centre de conférence. Contrairement au protocole habituel, les deux hommes parlèrent longuement sans conseiller ni traducteur. Traoré maîtrisait le français, et Poutine le parlait couramment depuis ses années de formation. Votre discours m'a touché personnellement, admit Poutine, selon des sources proches de la rencontre. Il m'a rappelé mon propre grand-père, qui a combattu pendant la Grande Guerre patriotique sans jamais recevoir de reconnaissance officielle. Certaines souffrances et certaines dignités traversent les frontières. Traoré hocha simplement la tête. Les grands hommes sont souvent invisibles, Monsieur le Président. C'est à nous de les rendre visibles. Au Burkina Faso, le chef d'état-major annonça 7 jours de deuil national en l'honneur du grand-père de la patrie, comme Yacouba était désormais appelé. Les drapeaux furent mis en berne sur tous les bâtiments officiels, et chaque unité militaire organisa une cérémonie commémorative. Dans les écoles du pays, les enseignants encouragèrent les élèves à écrire des lettres à d'autres vétérans anonymes de leur village, à recueillir leurs histoires, à reconnaître leur existence. Cherchez les Yacouba autour de vous, disait-il aux enfants, et montrez-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Avant qu'il ne soit trop tard. Yacouba Ouedraogo est l'un d'eux. Cette déclaration, venant d'un dirigeant rarement enclin aux épanchements émotionnels, renforça encore l'impact de l'histoire au-delà des frontières africaines. Au Burkina Faso, Adama Kaboré, fils d'un vétéran des opérations de maintien de la paix des années 1990 longtemps resté dans l'ombre, fut élu député lors d'une élection partielle. Dans son premier discours à l'Assemblée, il déclara avec émotion. « Je dédie mon mandat à la mémoire de tous les Yacouba de notre nation. Ceux qui ont servi sans reconnaissance, qui ont donné sans recevoir, qui ont aimé sans être aimés en retour. » À Ouagadougou, sur la place de la Nation, les autorités érigèrent une statue sobre mais puissante, Yacouba, debout, vêtu simplement, tenant fermement le drapeau burkinabé contre son cœur. La nuit, délicatement éclairée par des projecteurs à énergie solaire, elle projetait une ombre qui semblait plus grande que nature, comme l'héritage de l'homme lui-même, dépassant désormais sa simple existence physique. En décembre, lors de son discours de fin d'année à la Nation, Ibrahim Traoré se tint devant cette statue nouvellement inaugurée. Les caméras montraient une foule immense rassemblée pour l'écouter, bien plus nombreuse que les années précédentes. Les visages reflétaient non pas la résignation habituelle face aux difficultés quotidiennes, mais une fierté nouvelle, une dignité retrouvée. La mémoire est l'arme la plus puissante de l'Afrique, déclara Traoré, sa voix portant loin dans la nuit chaude. Pas nos ressources minérales que d'autres convoitent, pas nos terres fertiles qu'on achète pour une bouchée de pain, mais nos histoires et nos héros. Quand nous les honorons, nous nous honorons nous-mêmes. Quand nous nous souvenons, nous existons pleinement. Les applaudissements éclatèrent spontanément, résonnant entre les bâtiments de la place. Des femmes entonnèrent des youyous traditionnels, ces cris vibrants qui accompagnent les moments de joie collective. Un jeune garçon de 12 ans, Moussa, se tenait au premier rang avec sa classe. Son instituteur l'avait choisi pour représenter les écoliers lors de la cérémonie. En regardant la statue illuminée de Yacouba, il tira doucement sur la manche de son enseignant. « Monsieur, murmura-t-il avec une conviction tranquille qui surprit l'adulte, un jour, je serai comme Yacouba. Pas célèbre, mais utile à mon pays, même si personne ne me voit. » L'instituteur sourit et posa sa main sur l'épaule de l'enfant. « Tu le es déjà, Moussa. Nous le sommes tous quand nous nous souvenons de ceux qui nous ont précédés et quand nous agissons pour ceux qui nous suivront. » Cette nuit-là, dans des capitales autrefois indifférentes au sort de l'Afrique, des diplomates et des dirigeants repensaient à leur propre Yacouba, ces héros modestes, ces serviteurs silencieux que leur nation avait négligés. Des discussions s'engageaient sur la manière dont chaque pays traitait ses anciens combattants, ses serviteurs oubliés.
L'histoire d'un simple vétéran burkinabé avait réussi à faire ce que des décennies de diplomatie n'avaient pu accomplir, rappeler au monde que la dignité humaine transcende les frontières, les idéologies et même la politique internationale. Les puissants avaient pleuré sincèrement pour un homme qu'ils n'avaient jamais connu, et dont le nom serait oublié d'eux dans quelques mois. Mais l'émotion ressentie, elle, laisserait une empreinte durable. Dans son bureau du Kremlin, Vladimir Poutine contemplait silencieusement une photographie encadrée posée sur son bureau. Elle représentait son grand-père en uniforme, un homme simple dont le visage buriné ressemblait étrangement à celui de Yacouba. Personne ne sut jamais quelle pensée exacte traversa l'esprit du dirigeant russe cette nuit-là. Mais il est dit que certaines décisions humanitaires prises dans les mois qui suivirent portaient l'empreinte invisible de cette histoire. Au cimetière militaire de Ouagadougou, la tombe désormais fleurie de Yacouba portait une simple inscription gravée dans le marbre local. Il n'a demandé qu'un drapeau. Nous lui donnons notre cœur. Et l'Afrique, si souvent ignorée, réduite à ses problèmes ou à ses ressources, se relevait peu à peu, unifiée dans la mémoire de ses héros invisibles, mais désormais inoubliables. Une semaine plus tard, dans le village natal de Yacouba, une équipe de télévision étrangère filmait un reportage sur cette histoire extraordinaire. Le journaliste, visiblement ému, interrogea les habitants. Yacouba était-il vraiment un héros pour vous ici, avant tout cela, demanda-t-il à un vieil homme assis sous un baobab. Le vieillard sourit, révélant des dents usées par le temps. Vous ne comprenez pas encore, répondit-il doucement. Nous sommes tous des Yacouba ici, des hommes et des femmes ordinaires qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. La différence, c'est que maintenant le monde nous voit. Et peut-être, plus important encore, nous nous voyons nous-mêmes différemment. Ibrahim Traoré, informé de cette réponse, la fit encadrer et plaça le cadre dans son bureau présidentiel. Elle lui rappelait chaque jour que la véritable grandeur d'une nation ne se mesure pas à ses armements ou à ses richesses, mais à sa capacité à honorer la dignité de chacun de ses enfants. La vie continua au Burkina Faso avec ses difficultés quotidiennes, ses défis sécuritaires, ses espoirs et ses désillusions. Mais quelque chose avait changé, subtilement mais profondément. L'histoire de Yacouba était devenue un point d'ancrage dans la conscience nationale. Un rappel que même dans les moments les plus sombres, la dignité humaine demeure inviolable. Et chaque année, le jour anniversaire de sa mort, des millions de Burkinabés sortent spontanément un petit drapeau national et le tiennent contre leur cœur pendant une minute de silence. Ils rendent hommage non seulement à Yacouba, mais à tous ceux qui, comme lui, ont servi dans l'ombre et dans la dignité. C'est ainsi que l'histoire d'un vieil homme qui voulait simplement être enterré avec le drapeau de son pays a transformé non seulement une capsule diplomatique, mais la conscience d'un continent entier, prouvant, une fois de plus, que les récits les plus simples sont souvent les plus puissants, et que la dignité d'un seul homme peut rappeler à l'humanité entière sa propre valeur.